Patrick Moquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur TV Labo et tous nos vœux pour cette nouvelle année 2021. Merci de ces vœux pour une année qui s'annonce quand même un peu particulière, je crains, aussi calamiteuse que l'année 2020, on va voir. Moi, je peux effectivement souhaiter à tous ceux qui nous regardent de passer cette année du mieux possible et puis en espérant qu'on puisse retrouver une vie normale le plus vite possible. On a beaucoup de chance de vous avoir parce que vous êtes quelqu'un de discret. J'ai cru comprendre que vous étiez... alors on va se vous voyer, mais on se tutoie dans la vie normale, mais voilà, hein, je triche exprès, on va dire. Mais vous passez beaucoup de temps finalement sur Oléron, beaucoup plus qu'à l'École nationale supérieure des paysages où vous exercez vous enseignez en fait le social et le politique. Oui, j'enseigne à l'école de paysage à Versailles, donc effectivement mon travail est à Versailles, mais j'ai jamais quitté pour autant réellement l'île d'Oléron. J'y suis à chaque fois que possible, le week-end, pas tous les week-ends, mais habituellement très régulièrement. Puis alors cette année, avec les confinements, là j'ai passé l'essentiel, enfin beaucoup de mon temps sur Oléron, effectivement, beaucoup plus qu'à Versailles. Donc je suis toujours présent, même si effectivement discret. Discret, c'est sûr. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ces années où vous êtes rentré en politique. Alors, vous faites partie de ces élus, de ces politiques qui n'ont pas que le métier de politique, et c'est tant mieux parce que ça enrichit le débat. Donc ça veut dire que vous avez une expérience dans la vie active, dans la vie de tous les jours. Et vous avez officié pendant 6 ans à la mairie de Saint-Pierre-d'Oléron et surtout à la CDC. Qu'est-ce que vous avez retenu, puisqu'au moment où vous avez pris vos fonctions, on était en 2008 si je ne m'abuse, vous avez remplacé Jean-Claude Bémont. Alors Jean-Claude c'était Iléo, si on doit résumer, hein, un gros débat, beaucoup de choses. Vous aviez un oncle, hein, Patrick Moquet aussi, dont on se souvient, qui lui c'était le golf. Enfin voilà, c'est des éléments marquants comme Le ça. golfe est le second bassin du port de la Cotinière. Et le second Aussi. bassin du port de la Cotinière, tout à Un fait. gros dossier qu'il avait porté. Et vous, agenda 21, acte 1, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous retenez? C'était quoi les temps forts à la communauté de communes et à la mairie? Ce qui, euh, Ce qui s'est passé, c'est que la communauté de communes, ça a été une surprise finalement. C'est-à-dire que nous, on s'est lancé dans la campagne des municipales à Saint-Pierre-d'Oléron avec toute une équipe. La communauté de communes n'était pas vraiment en ligne de mire. Et puis il s'est trouvé que Jean-Claude Blément avait été battu dans sa commune et ne pouvait pas prétendre garder la présidence de la communauté de communes. Le siège était donc libre. Et là, c'est vrai que je me suis présenté d'une manière sans doute assez inattendue. Bon. Il se trouve que j'ai été élu, c'était aussi une surprise. Mais largement élu. Ça a été... Oui, je ne me souviens plus, enfin avec une majorité au premier tour. C'est vrai, avec une majorité au premier tour. Je pense, alors là je fais un peu d'analyse a posteriori, mais je pense que j'avais rassuré les élus des différentes communes en leur proposant une manière de travailler qui était une manière vraiment très collégiale, enfin, que je voulais en tout cas très collégiale. Ça ne m'a pas empêché évidemment de donner les impulsions qui me semblaient nécessaires de donner. Très collégial et portant l'idée que la communauté de communes c'était vraiment la maison de toutes les communes. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose d'à part, de différent. C'était un lieu où toutes les communes devaient être impliquées et porter collectivement des projets. Bon, je crois que c'est ce discours-là qui avait permis qu'une majorité d'élus, alors même que politiquement, j'étais pas obligatoirement... Enfin, j'étais à l'évidence pas le représentant de la majorité politique au sens des partis politiques de l'île. Mais c'était vraiment, je pense, sur le fonctionnement de la communauté de communes que l'élection s'est jouée. Et l'agenda 21, pour y revenir, il est apparu à ce moment-là, de mon point de vue, comme une manière justement de donner une feuille de route à la communauté de communes et de l'élaborer collectivement, à la fois les élus qui siégeaient à la communauté de communes et puis toute autre personne qui souhaiterait contribuer au processus. Et comme justement on est élu président de la communauté de communes, mais finalement sans avoir un programme préétabli, on se présente comme ça d'une manière un peu impromptue dans mon cas. Donc là, élaborer l'agenda 21, alors c'était un signal évidemment, agenda 21, développement durable, de dire voilà le sens dans lequel on veut aller.
la prise en compte de préoccupations de développement durable, c'était pas non plus totalement nouveau, hein, ça existait dans le débat. Bon. Non, mais c'était quand même quelque chose pour les était lancé. Voilà. Mais c'est vrai que les pistes cyclables, c'est un bel exemple, parce que sur l'île, ça s'est fait très tardivement. Et ça s'est fait par des injonctions extérieures, notamment du département. Bon. Là, l'idée, c'était vraiment de prendre les choses à bras-le-corps et effectivement de porter un projet cohérent, enfin d'ensemble à l'échelle de l'île. Défense du naturel, enfin de la nature et du patrimoine. Oui, c'est-à-dire que l'idée, mon idée de base, c'était effectivement que la richesse de l'île, c'est, alors aujourd'hui travaillant dans une école de paysage, je vais dire ces paysages, mais c'est ces milieux naturels, et c'est ça qui fait toute l'attractivité de l'île. Et l'enjeu, c'était de maintenir la qualité, cette qualité des espaces, des milieux naturels, mais aussi des villages, de l'espace de vie finalement, de la maintenir pour une population à l'année, c'est-à-dire pas devenir une île qui ne vivrait que par le tourisme et pour le tourisme, donc la maintenir pour une population qui vive à l'année, qui travaille sur place et également à l'année, et dans une île qui garde un certain nombre de ses caractéristiques. Je vais prendre un exemple à mes yeux significatif, c'est le fait que l'histoire touristique de l'île est une histoire de tourisme populaire. Et pour moi, il ne s'agissait pas de tourner le dos à cette histoire-là. Il y a place sur l'île d'Oléron, par contraste peut-être avec certains voisins. Si on parle de l'île de Ré, oui, bien sûr. Évidemment, l'île de Ré qui est toujours... mais qui est un tourisme international que l'on n'a pas sur Oléron. Hein, on n'a pas, mais bon... Ils ont aussi moins de problèmes avec les propriétaires de terrains de loisirs, ce qui aujourd'hui est vraiment sur le devant de la scène. Oui, mais la question des terrains de loisirs, c'est aussi un très beau dossier finalement. Quelle position on adopte par rapport à ça. Moi-même, au nom d'une certaine vision du paysage, ou d'une certaine vision de la qualité de l'environnement, je ne me vois pas, et je ne me suis jamais vu, et je l'ai toujours dit, je ne me vois pas prônant l'éradication de la pratique du camping sur parcelles privées. Et donc j'ai toujours voulu, alors c'était un des éléments de dossier d'ailleurs que j'avais porté à un moment donné, puis en réalité pour tout expliquer, il y a eu la tempête Xynthia qui fait que le dossier est passé au second plan, il y a eu d'autres priorités. Mais on était en train de travailler sur le camping sur parcelles privées avec une idée assez simple, qui était de localiser les endroits où la pratique posait problème. Et sur ces espaces où la pratique poserait problème, du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'environnement, avoir une politique de rachat, de relocalisation. Et puis pour le reste, avoir une politique qui prenne acte du fait qu'il y avait des zones entières qui étaient ainsi, qui s'étaient converties en fait en lotissement de fait, de terrains de camping privés, enfin sur parcelles privées, et que cet état de fait, on allait... Ça rongeait un petit peu le foncier agricole également. Oui, mais non, mais ma position était claire de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la pratique de l'établissement des terrains de loisirs, c'était fini. C'était un stop. Mais de toute façon, il y avait tous les outils. Au moment de l'agenda 21, le classement de l'île d'Oléron n'était pas encore en vigueur. Mais le dossier de classement, il était prêt depuis, c'était bien avant mon mandat, je crois que l'enquête administrative avait été close en 2006, donc le dossier de classement, il était prêt. Donc on savait que l'essentiel des terrains agricoles était dorénavant verrouillé, et qu'on ne perdrait pas de ce point de vue-là. Donc la question, c'était vraiment le traitement des terrains de loisirs, là où ils sont, tels qu'ils sont. Et avec une position de ma part, qui n'était pas une position radicale, qui était une position très pragmatique, visant à identifier les éventuels problèmes, à accepter la pratique comme étant une pratique qui a marqué, qui a façonné le succès touristique et l'histoire de l'île d'Oléron. Et donc on a accepté en tant que tel, mais dont parce qu'en même temps au niveau municipal, on a été très strict aussi sur les éventuels débordements qu'on pouvait constater. Il y a eu un certain nombre de procès-verbaux là où il y avait des constructions nouvelles, etc. Donc il s'agit bien de réguler la pratique, mais sans être dans une position disant on va faire disparaître du jour au lendemain cette pratique qui est une des composantes de l'identité de l'île. Donc une espèce de juste milieu
que je me suis toujours efforcé de tenir. Quand on est à la communauté de communes, est-ce qu'on n'a pas l'impression, enfin moi je vous pose la question directement, que les communes finalement sur certaines compétences s'exonèrent de ces compétences et laissent faire la communauté de communes? Parce qu'au départ en fait vous aviez envie d'une commune, c'est la maison des communes, mais est-ce que, moi j'ai cette impression aujourd'hui que beaucoup de communes finalement sur certains sujets s'exonèrent et laissent, quand je dis s'exonèrent, c'est-à-dire qu'elles n'en parlent jamais en conseil municipaux. C'est-à-dire que les sujets qui sont traités à la communauté de communes ne viennent pas. C'est une difficulté réelle, c'est que ce qui est géré à l'échelle de la communauté de communes se gère entre les élus impliqués à cette échelle-là, puis un certain nombre de partenaires administratifs, et puis évidemment les salariés de la communauté de communes. Et on a du mal à activer la relation entre les communes et la communauté de communes. C'était une difficulté à laquelle on a été confronté. Je crois que c'est une difficulté qui existe un peu partout. C'est récurrent. Hein, voilà, c'est vraiment récurrent. Alors, après, il y a aussi un problème culturel, c'est que les intercommunalités sont pas mal développées, ou plutôt ont été vues par les communes, et notamment par un certain nombre de salariés ou d'élus communaux, comme venant leur piquer un certain nombre de compétences. Et donc il y avait une sorte de méfiance ou de réticence à l'intérieur des services des communes et à l'intérieur de beaucoup de conseils municipaux. C'est le cas pour le PLU intercommunal? Oui, on voit bien comment cette idée d'un portage intercommunal du PLU, ça a du mal à cheminer, parce que chaque commune s'accroche à la maîtrise de cet outil-là. Alors, à la fois on peut le comprendre, et en même temps on voit bien que sur une île comme l'île d'Oléron, quand on raisonne à l'échelle de l'île, ça n'a pas de sens de se dire qu'il y a des règles qui soient différentes d'un endroit à l'autre. Alors, je précise, on peut avoir des règles différentes, mais il faut que ça soit pensé collectivement, c'est-à-dire que ça soit arbitré en se disant, ben oui, à cet endroit-là, on n'a pas appliqué rigoureusement la même chose qu'ailleurs. Moi, je prends toujours l'exemple de Boyarville, parce que pour moi, Boyarville, c'est un exemple caricatural. À Boyarville, au nom de l'application stricte du respect du bâti traditionnel charentais et oléronais, on imposait des règles qui sont les mêmes que dans les autres villages. Dans un village, je reprends Boyarville, qui est un village construit de toutes pièces au XIXe siècle, enfin à partir du XIXe siècle, et où il n'y a pas un bâtiment qui soit un bâtiment traditionnel charentais. Le trait marquant de l'architecture, c'est l'architecture balnéaire. Bon, donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut la même règle partout, au contraire, je pense qu'il faut qu'à certains endroits, comme à Boyarville, c'est l'architecture balnéaire qui doit être le modèle, et c'est plutôt par rapport à ça qu'on doit juger des projets nouveaux. Donc il ne s'agit pas d'être uniforme, il s'agit juste de regarder la question à l'échelle de l'île, ce qui est un peu une évidence. J'ai souvent dit que, par exemple, du point de vue de nos visiteurs, c'est pas vrai qu'ils viennent à Saint-Pierre, ou à Saint-Georges, ou à Labray, ou au château, que sais-je. Ils viennent dans l'île d'Oléron. Donc cette dimension insulaire, mais tout le monde la ressent. Il y a une évidence à traiter un certain nombre de dossiers à cette échelle-là. Mais ce qu'il faudrait, c'est que le traitant à cette échelle-là, on puisse pour autant faire en sorte que justement les acteurs municipaux ils prennent pleinement leur part. Ça avait commencé en matière d'urbanisme avec, sous mon mandat, avec des moments, des réunions qui rassemblaient tous ceux qui pouvaient se libérer, évidemment, les membres des commissions d'urbanisme municipales, de manière à justement échanger sur les pratiques et harmoniser, le cas échéant, sans obligation, uniquement par la discussion et l'examen ensemble d'un certain nombre de dossiers ou de ça cas. permet d'apprivoiser. Je pense que c'est des bonnes manières de faire. Progressivement, on comprend ce que fait l'autre et on définit d'une certaine manière une espèce de doctrine commune. Alors comme on est dans le collectif, j'en profite pour rebondir, parce qu'il y a une question moi, qui me titille, c'est le pays, si on va plus loin. Ouais. Parce que là, apprivoiser, c'est compliqué, on est en plein divorce aujourd'hui. Et pourtant on divorce, alors que de toute façon on va être quand même obligé de cohabiter. Donc il y a quelque chose là qui mérite explication pour le commun des mortels, parce que les gens ont l'impression que le pays c'est fini, mais en fait il ne peut pas se terminer le pays. Le pays, oui, il y a un paradoxe, moi, comment dire, l'enjeu est avant tout symbolique. Il y a un certain nombre de mes collègues élus oléronais qui considèrent, et ça se défend, que l'île d'Oléron se suffit à elle-même. C'est pas faux, enfin, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels effectivement l'île d'Oléron pourrait se suffire à elle-même.
Moi, la question, je la prends différemment. Le pays est une construction qui était une construction qui remonte à une politique dans les années 90, dans laquelle on a voulu, notamment la région Poitou-Charentes, a voulu qu'il y ait des pays sur tout le territoire de la région. Et du coup, comme il y avait déjà un gros ensemble autour de Royan, un gros ensemble autour de Rochefort, il s'est trouvé que les deux communautés de communes qui étaient entre les deux, Oléron et Marennes, se sont associées pour faire un pays. Et ce pays, sincèrement, il fonctionnait bien. Et enfin, aujourd'hui, je ne peux pas en parler, je ne suis pas dedans, mais de mon point de vue, ça fonctionnait bien. Il faisait un certain nombre de tâches. Et la question, c'est, une fois qu'on a une structure qui fait son boulot, est-ce que ça vaut la peine de la démolir? Alors, un certain nombre de collègues, pour des raisons symboliques, ont dit oui, parce qu'on veut que l'île d'Oléron s'affirme seule, autonome, etc. En réalité, je l'ai dit depuis le début, toute une série de fonctions exercées par le pays devront être exercées de toute façon d'une manière commune. Il y a le système d'information géographique, notamment en matière d'urbanisme, de cadastre, etc., qui est géré à l'échelle du pays. Est-ce que ça a un sens de diviser ça en deux systèmes avec deux opérateurs qui vont... on marche sur la tête. Il y a toujours dans le domaine de l'urbanisme le schéma de cohérence territoriale. La loi exige qu'il y ait un syndicat mixte qui porte les schémas de cohérence territoriale. Comme il y a un schéma de cohérence territoriale à l'échelle de Oléron et Marennes, il faudra de toute façon un syndicat mixte qui porte ce SCOT à l'échelle d'Oléron et de Marennes. Le pays gérait la compétence touristique, ça a été démembré pour faire la structure office de tourisme spécifique, pourquoi pas, mais il n'empêche que c'est une structure qui fait Oléron et Marennes. Donc effectivement, il y a un certain nombre de fonctions qui vont rester gérées en commun. Ça n'aura pas la même visibilité que le pays, bon, peu importe, mais ce que je regrette, c'est que pour des raisons symboliques, effectivement, on ait voulu mettre à bas une structure qui, bon an, mal an, fonctionnait correctement. Voilà. C'est toujours difficile d'apprivoiser, hein. A priori, il y a quand même une Ouais, insularité qui se oui, développe. l'insularité est toujours forte. Très forte. Et effectivement, je comprends aussi que sur certains dossiers, on pouvait dire, mais le bassin de Marennes est tellement différent d'Oléron que ça n'a pas de sens. Moi, je disais en même temps que toute personne qui vient à Oléron passe par Marennes. Et donc, c'était d'une certaine manière la porte d'Oléron. Et ça avait un sens de réfléchir collectivement. Encore une fois, sans tout gérer, parce que le pays, il n'était pas là pour gérer, mais plutôt pour planifier, organiser, réfléchir ensemble. Et si on parle de tourisme, on sait tous que énormément de gens logent sur le continent et viennent à la plage. Mais pas que de tourisme, il faut regarder les migrations pendulaires. Il n'y a qu'à regarder le pont d'Oléron, le nombre de véhicules tous les jours qui font la navette. On sait bien que de plus en plus de jeunes ménages ont du mal à se loger sur Oléron et sont relogés sur le bassin de Marennes. Moi, je me suis rendu compte au début de mon mandat qu'un certain nombre des marins-pêcheurs de la Cotinière vivaient sur le bassin de Marennes. Donc, et j'étais stupéfait en réalité. Donc, la limite qu'est le pont, bien sûr que c'est une limite géographique, elle est indéniable, il y a une identité insulaire. Mais la réalité, c'est qu'il y a des tas d'échanges et qu'il y a un intérêt à coordonner un certain nombre d'actions. Oui, puis c'est jamais une raison pour se faire la guerre et on a tout à à gagner à s'unir. Oui, je pense que là, pour le coup, il n'y a rien à gagner, effectivement, à être dans une relation d'hostilité avec les voisins. On parlait de la Cotinière il y a 3 secondes, sur le port, les marins qui se logent de l'autre côté. Le port de la Cotinière, il s'est fait comment de votre... C'est un sujet un peu douloureux, le port de la Cotinière, parce que j'ai entendu ces derniers temps, à la fin de mon mandat, j'ai vu effectivement certains me reprocher, d'une manière que je considère comme totalement injuste, de ne pas avoir vraiment travaillé sur le dossier du port. Ça, je tombe de haut, parce qu'en réalité, le dossier du port de la Cotinière tel qu'il se réalise aujourd'hui, il se trouve que effectivement l'idée avait été lancée sous le mandat précédent, mais les études de définition du projet qui conduisent à l'aménagement tel qu'il est aujourd'hui, c'est moi qui les ai lancées. C'est moi en tant que maire, opérateur par concession de la gestion du port. Et c'est seulement, je pense, 2 ans après mon élection, au vu des premières études que nous avions fait réaliser pour étayer
la justification du projet d'agrandissement et de reconstruction d'une nouvelle criée, que le département a validé l'opération, et le département propriétaire du site, puisque de par la loi, c'est le département qui était bien propriétaire du port des Cotinières, le département a demandé à la commune à reprendre la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Parce que, évidemment, j'ai concédé, je n'ai même pas concédé, c'était la moindre des choses. De toute façon, la commune n'avait pas les reins assez solides pour réaliser elle-même l'opération. Et encore une fois, c'était une propriété du Conseil général, il était donc logique que le Conseil général se porte maître d'ouvrage de l'opération. Donc, évidemment, l'opération n'a démarré que sous le mandat, les travaux n'ont démarré que sous le mandat de mon successeur, mais il n'empêche que le cheminement du dossier, il s'est fait sous mon mandat et que j'ai joué, je pense, un rôle qui n'est pas négligeable dans le fait que ces études ont été menées et que le conseil départemental les a validées. Alors après, par rapport au projet lui-même, moi je pouvais poser la question, est-ce que c'est justifié finalement? Cet agrandissement du port, est-ce qu'il est justifié? L'agrandissement du port, effectivement, le creusement du troisième bassin, sa justification principale, c'est de permettre aux bateaux d'accéder au port à toute heure de la marée. C'est-à-dire de ne pas être dépendant de la marée haute pour accéder au port. Et cette raison-là, bon, on peut la discuter. C'est un vrai confort de travail pour les marins, pour les bateaux, on peut la discuter. Mais ça c'était pas permis par des travaux dans le port actuel? Non, alors ça c'était rigoureusement impossible, et justement les fameuses études complémentaires ont permis de l'étayer. C'était rigoureusement impossible parce que le surcreusement du port, les digues actuelles qui entourent les bassins actuels reposent sur un substrat rocheux qui ne permettait pas de surcreuser à l'intérieur. Là, il y avait une fragilité, on mettait les ouvrages en danger, donc ça supposait de les reprendre totalement. Et du coup, ça atteignait des coûts d'investissement qui n'étaient pas du tout raisonnables, mais surtout, alors là, il faut aller jusqu'au bout de l'argumentaire, le vrai impératif concernant le port, c'est pas le bassin, c'est la criée. La criée, elle était en limite de capacité. En réalité, l'actuelle criée a été construite dans l'objectif de traiter 2000 tonnes de poissons. On était à 5000 tonnes, dans un équipement qui était totalement obsolète, qui posait de plus en plus de problèmes, dont le renouvellement de l'agrément sanitaire était plus qu'aléatoire à moyen terme. On a déjà dû se battre pour avoir un renouvellement de l'agrément sanitaire vers la fin de mon mandat, dont je considère qu'on l'a eu uniquement parce qu'il y avait le projet de la nouvelle criée en perspective. Vous avez donné un sursis, quoi, en attendant la construction de la nouvelle criée. Voilà. Et donc, il fallait impérativement construire une nouvelle criée. Et là, c'est pas compliqué. Alors là, on a étudié toutes les hypothèses. La reconstruction de la criée sur son site actuel, infaisable. Ça posait trop de problèmes logistiques. Oui, le circuit logistique n'était pas déjà dans le bon sens. L'espace, on est sur l'espace dunaire, enfin je veux dire, vraiment on n'y arrivait pas. Une autre option, c'était de dire, il n'y a plus besoin de criée à Oléron, on l'a fait ailleurs, hein, à côté d'un nœud autoroutier, etc. Bon, on imagine le choc, et puis du point de vue du développement économique, c'était, arrive à ça, ça ne va pas. C'est reparti. Oui, il fallait absolument construire la criée de l'autre côté du port. C'était la seule solution qui était viable du point de vue opérationnel. Et là-dessus, l'opération d'ensemble, c'est-à-dire le bassin plus la nouvelle criée, prenait sens. Ça, c'est cohérent. Et effectivement, j'ai porté le dossier, je l'ai soutenu. C'est bien de porter la paternité et d'en faire état. Ben, la paternité, le projet était déjà, encore une fois, formulé dans ces grandes lignes. Mais il n'empêche qu'effectivement, je considère que j'ai joué un rôle dans l'avancement et l'aboutissement du dossier tel qu'on le voit se réaliser aujourd'hui. Patrick Mouy, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous voyez l'île d'Oléron dans, allez, on va se projeter dans 20 ans, en 2040? Elle sera devenue quoi pour vous? Quel est le souhait que vous pourriez faire pour cette île? On est à la période des vœux. Ouais. Moi j'ai le sentiment que, on a évoqué tout à l'heure l'agenda 21, donc pour moi c'est un peu
l'esprit dans lequel je souhaiterais que l'île évolue. Alors ça veut dire quoi? C'est une île dans laquelle la préservation des milieux, la préservation de l'espace agricole et de l'activité agricole, de toutes les activités primaires d'ailleurs, cette préservation des milieux assure une qualité de vie et assure des opportunités de développement, de travail, d'installation aux insulaires, et notamment aux jeunes. Ça, c'est une énorme difficulté. C'est-à-dire que comment faire en sorte que l'île reste attractive, y compris pour des jeunes générations. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a, par les flux d'installation au moment de la retraite, un vieillissement de la population, avec plutôt, à mon image d'ailleurs, des jeunes qui, plus ils se forment, plus ils vont aller travailler sur le continent ou en ville. Et donc il faut imaginer une évolution de l'île qui se fasse dans le respect de son identité, de son histoire, de ses milieux naturels, cultivés, etc. et qui fasse place à toute une série d'activités qui sont, j'ai cité les activités primaires, et puis un certain nombre d'activités tertiaires. On a la chance aujourd'hui de voir, alors, la crise sanitaire nous a conduit à expérimenter encore plus des formes de travail en télétravail délocalisé. En réalité, on avait déjà dans l'île des amorces de ce type d'installation. On avait déjà dans l'île un certain nombre de personnes qui ont fait le choix de l'île d'Oléron pour la qualité de vie, tout en travaillant avec des entreprises lointaines, par des moyens dématérialisés. J'en suis un bon exemple. Voilà. Voilà, on n'est pas dans le pur fantasme. On voit qu'il y a moyen d'avoir sur l'île des opportunités d'installation, de travail, de vie, aussi bien dans les activités primaires. On voit se relancer le sel. On a vu pas mal de développement et d'installation de jeunes en agriculture. C'était un des points que j'ai beaucoup porté, moi, au sein de la communauté de communes. En réalité, j'ai mis en place un service qui était le service développement économique. Et ce service développement économique, dès le début, dès le premier instant, j'ai dit, il ne s'agit pas de gérer que des zones d'activité artisanale. Il s'agit d'accompagner le développement des professionnels, et notamment des professionnels de l'agriculture, du sel, de l'ostréiculture, le cas échéant. Alors, ostréiculture et pêche, il y a d'autres structures, donc c'était moins urgent. On a plutôt travaillé sur l'agriculture au premier temps. Donc on a là, donc il y a ce volet développement agricole où on a accompagné toute une série d'installations en poussant aussi à une conversion vers des pratiques d'agriculture plus respectueuses de l'environnement, notamment en accompagnant la conversion au bio. Et puis à côté de ça, l'idée par exemple de la maison des entreprises implantée à Saint-Georges, c'était d'offrir des possibilités d'accompagnement à des jeunes qui justement s'installeraient plutôt dans le domaine des services et éventuellement d'un certain nombre de travail, télétravail, bon, qui pourrait se faire à distance. Voilà, un vrai milieu, un vrai lieu de vie dynamique, accueillant, y compris pour des jeunes professionnels, et respectueux de son identité. Est-ce que vous auriez envie de bâtir cela? Est-ce que vous avez fermé complètement la porte en termes de politique, de revenir vous avez beaucoup d'électeurs qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce que vous... Je m'intéresse toujours à la chose publique. Je ne vais pas dire que... je suis un peu embarrassé par la question parce que je ne suis pas dans cet état d'esprit-là pour l'instant. Je me suis lancé dans autre chose, j'ai repris ma carrière de chercheur et d'enseignant, puis j'exerce des responsabilités dans mon établissement qui suffisent largement à m'occuper. Je reste impliqué localement. Bon, je me suis investi depuis peu dans le festival musique au pays de Pierre Loti. Je joue aussi un rôle actif dans une association qui travaille plus sur la question du nucléaire, l'action des citoyens pour le désarmement nucléaire. Bon, voilà, j'ai maintenu ces formes d'engagement local. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait. Je ne suis pas en campagne, voilà, je ne suis pas du tout en campagne. Non, mais est-ce que j'entends, vous ne fermez pas la porte? Non, je ferme.
Non, je ne ferme pas la porte parce que la chose publique m'a toujours intéressé et je ne vois pas pourquoi elle ne m'intéresserait pas demain. Mais à quelle place, j'en ai pas la moindre idée. Et peut-être que je ne me présenterai pas à des élections et peut-être que je me représenterai un jour à des élections. J'en ai pas la moindre idée. Voilà. En tout cas, la franchise est là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui sont aux manettes aujourd'hui? Si vous aviez un conseil à donner à Michel Parent, par exemple, hein, qui a longtemps voulu être élu et qui enfin est élu à la communauté de communes. Ouais. Alors, de rester fidèle à son discours sur l'île qu'il aime, l'île qu'il s'agit de préserver, de protéger, d'accompagner. Et donc de ne pas céder à toutes les sirènes de l'urbanisation. Voilà. Ça, c'est un message que je passerai à Michel Parent. Là, on parle de la grande surface qui oui, a toujours rêvé de... C'est un point sur on a eu beaucoup de points de collaboration et agréables avec Michel, mais c'est vrai qu'on a eu des désaccords, dont notamment des accords en matière d'urbanisme commercial. Bon, l'avenir verra. Oui, le conseil que je donnerais aux élus actuels, c'est vraiment de réfléchir de manière prospective. Et c'est compliqué quand on est élu. C'est compliqué quand on est élu parce qu'on fait face à des pressions qui sont, et des demandes des électeurs, qui sont là, immédiatement, tout de suite. Alors que ce qu'il faut avoir, c'est une réflexion qui aille très loin devant, à quelques décennies devant, voire un certain nombre de décennies devant, si on pense à des questions comme le réchauffement climatique, l'érosion du trait de côte, mais également en termes d'urbanisme, très explosif. Ouais, puisque je l'évoquais. Mais donc je sais que penser c'est difficile, à ce qu'on laissera aux enfants. Ouais, il faut vraiment voire aux penser, petits-enfants. absolument, penser à ce qu'on va laisser à nos descendants avant de penser à nous-mêmes. Patrick Mouquet, merci pour cet entretien. On espère que vous allez passer un bon séjour en Oléron et qu'on vous verra souvent. Merci bien.